Bonjour à tous, ici Stéphanie et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité entre d'un côté une mère, Sylvie, entrepreneuse depuis plus de 30 ans dans l'éducation, directrice d'école Montessori, créatrice d'un organisme de formation et auteure dans l'éducation, et sa fille, c'est moi, Stéphanie. Toutes les semaines, nous invitons des experts, des personnalités remarquables ou de simples passionnés qui partagent avec nous la même envie d'offrir le meilleur aux enfants. Car comme le disait si bien Maria Montessori, l'enfant est l'avenir de l'homme. Et nous souhaitons donc vous donner des pistes de réflexion et de potentielles réponses pour offrir aux enfants le plus bel avenir. Alors si vous êtes jeunes adultes, parents, futurs parents, grands-parents, professeurs ou simples passionnés de l'éducation, ce podcast est fait pour vous. Pour suivre toute notre actualité ou échanger avec nous, n'oubliez pas de nous suivre sur notre compte Instagram Les Adultes de Demain ou sur notre blog lesadultesdedemain.com. Il y a 2 trésors que les enfants possèdent dès la naissance et qui ne demandent qu'à être entretenus par les parents pour ne pas les perdre à l'âge adulte. C'est la confiance et l'estime de soi. Arnaud Rioux, célèbre figure spirituelle en France, se passionne pour les relations humaines depuis toujours. Auteur du livre Pour une parentalité bienveillante, il nous partage avec passion sa vision de l'éducation, une éducation tournée sur l'amour et la communication. Nous avons ainsi parlé de sagesse mongole et tibétaine, du langage des enfants et des adultes, de peur, de plaisir, etc. Comme il le dit si bien, les enfants sont des êtres que la vie nous a confiés, à nous de prendre le temps du lien pour les accueillir. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Arnaud. Bonjour Arnaud. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de votre vision de l'éducation. Donc pour vous présenter brièvement, vous êtes auteur, coach, formateur, conférencier et auteur notamment d'un livre qui a attiré notre attention, qui s'appelle Pour une parentalité bienveillante, dans lequel vous partagez des conseils concrets, que toute parentalité soit guidée par l'amour et la bienveillance. On y reviendra. Vous avez une expérience déterminante dans le monde artistique en tant que comédien, metteur en scène et directeur de théâtre. D'un point de vue spirituel, on y reviendra, vous avez aussi mené un long parcours. Et enfin, vous avez fondé une association, Terra Anima, qui a pour vocation de promouvoir les cultures traditionnelles. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est une tâche bien compliquée de synthétiser en quelques phrases ce parcours si riche d'expériences variées et inspirantes. Et du coup, je me demande d'où vous est venue toute cette énergie et cet élan de vie pour entreprendre autant. Merci de cette question parce que je crois que s'il y a quelque chose qui est précieux qui nous est donné à la naissance, c'est vraiment cet élan de vie. Et j'ai la chance de vivre à la campagne, donc d'être très proche du mouvement de la vie dans la nature. Et quand je vois au moment du printemps comment les jonquilles sortent de terre, comment les tulipes sortent de terre, comment des arbres fruitiers donnent des kilos de fruits, je suis émerveillé par l'énergie du vivant qui est partout dans la nature. Et nous autres humains, nous recevons aussi une grande énergie qui est une énergie de vie. Et cette énergie, on l'a depuis la naissance. Pour les chamans, on l'a même en naissance depuis le karma ou les vies passées. Et en tout cas, elle va nous accompagner pourvu qu'on n'ait pas été castré ou coupé par des parents ou par une éducation qui va nous annihiler, alors que on a cet élan de vie qui passe par un élan de créer, qui passe par un élan de découvrir, de se développer. Quand on voit un enfant qui dans son élan de vie, c'est juste incroyable parce que il est vraiment porté par cet élan de vie et cet élan de vie, ça passe par l'amour. La chance que j'ai eue, peut-être, c'est de recevoir beaucoup d'amour de mes parents. Ils étaient pas toujours très très présents, pas toujours très, mais par contre, ils étaient très très aimants et ils nous ont toujours. Moi, je suis 7e d'une famille de 8 enfants. On a chacun des tempéraments très différents, mais ils nous ont toujours laissé faire ce qui nous semblait juste, persuadés que au fond de nous-mêmes, chacun sait ce qui est bon pour lui. Et donc quels que soient les choix importants que j'ai faits, ils nous ont toujours encouragés à honorer cet élan de vie. Et ça, c'est un cadeau qui m'a été fait et je crois que chaque adulte peut faire à ses enfants.
Et alors, vous avez écrit il y a quelques années un livre autour de l'éducation bienveillante et j'aurais bien aimé savoir pourquoi vous avez décidé d'écrire à ce sujet. Alors ça, c'est une drôle de situation parce qu'il y a des choses comme ça que j'ai fait dans ma vie qui étaient conscientes, puis il y a d'autres choses qui étaient poussées justement par un élan de vie plus fort. Et là, en l'occurrence, j'écrivais un livre complètement sur un autre sujet, et je me suis réveillé un matin, à 4 heures du matin, avec juste un thème. Pourquoi il y a des parents qui sont autant dans les punitions et les récompenses. Et donc, j'ai écrit un article sur le sujet, puis je suis passé à autre chose, et le lendemain matin, je me suis réveillé avec, pareil, un autre thème. Qu'est-ce qu'il en est de la comparaison dans l'éducation? Et tous les matins, à 4 heures du matin, j'étais réveillé par un thème. Donc, j'écrivais tout ça, et puis au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec la moitié d'un livre, et donc je suis allé voir mon éditeur en disant, bah tiens, c'était pas du tout prévu, mais j'ai un livre qui est en train de s'écrire sur la parentalité, et donc le livre c'est fait comme ça. Ça a été, c'est aussi un moment où moi, l'auteur souvent il écrit pour clarifier les choses pour lui. C'est son premier lecteur, et j'étais jeune papa, et donc je découvrais, j'étais confronté moi aussi après avoir été enfant, je me retrouvais papa, et donc je m'interrogeais sur tous ces thèmes, et donc le fait d'écrire m'a aussi éclairé beaucoup sur tous les thèmes de la parentalité. Et vous l'avez dit au début, vous êtes le 7e d'une famille de 8 enfants. Ouais. Donc vous dites avoir bénéficié de beaucoup d'amour dans votre éducation. Est-ce que ce livre a aussi été inspiré de votre histoire d'enfant? Est-ce que vous avez eu l'impression de bénéficier de cette éducation bienveillante étant plus jeune, ou c'est quelque chose qui est né avec votre parentalité? Ce que j'ai vraiment reçu de mes parents, c'est un amour. Ça, c'est clair et net. En revanche, ils étaient souvent maladroits, ils étaient souvent, ils n'étaient pas formés à la communication, ils n'étaient pas formés, donc c'était souvent assez empirique. Et moi, la relation humaine, c'est quelque chose qui me passionne, qui me fascine depuis que j'ai 18 ans. Et donc j'ai toujours explorer la relation humaine à travers mes différents parcours, en me disant qu'est-ce qui fait que dans certaines situations on trouve la paix et dans d'autres situations on est en conflit. Et moi j'accompagne des groupes maintenant depuis 35 ans, et je me rends compte que les personnes qui viennent me voir avec des blessures, avec un manque de confiance, avec un manque d'estime d'eux-mêmes, avec des croyances limitantes, je me rends compte que tout s'est joué dans les premières années de la vie. Et c'est là où je me suis dit, mais depuis que j'accompagne des adultes, ça serait bien que j'encourage les adultes à regarder quelles responsabilités ils peuvent avoir dans leur apprentissage avec les enfants. Comment, sachant que si je veux, moi je suis quelqu'un de simple et pragmatique, je crois qu'en fait tout doit être fait simplement pour que les enfants maintiennent confiance en eux, estime d'eux. C'est tout. Le reste, pour moi, c'est du verbiage, et chacun doit faire à sa façon à lui pour que l'enfant ne perde pas ce qu'il a à la naissance. C'est même pas qu'il acquiert, c'est qu'il ne perde pas ce qu'il a à la naissance. Tous les enfants naissent avec la confiance en eux, tous. Ils ont tous confiance en eux, sinon ils n'oseraient pas apprendre à marcher. S'ils n'étaient préoccupés par le regard de l'autre, par la comparaison, ils n'oseraient même pas essayer d'apprendre à marcher. Donc l'enfant, il est câblé pour apprendre, et il est câblé pour croître, il est câblé pour se développer, il est câblé pour créer. Il a tout ce qu'il faut en lui. Et simplement, dans les 3 premières ou les 7 premières années de la vie, il y a 2 stades un peu différents. 3 premières années, un stade vraiment archaïque, et puis un stade toujours inconscient mais plus présent entre 3 et 7 ans, où là, l'enfant va emmagasiner des programmes. Et j'ai vraiment voulu écrire ce livre en me disant ça serait bien que les parents soient conscients des programmes qu'ils encouragent les enfants à adopter. Qu'ils encouragent, ils sont pas les seuls, il y a beaucoup d'autres paramètres, et je voudrais surtout pas que tout ça crée de la culpabilité des parents. Il y a le paramètre de l'école, des frères et sœurs, de l'environnement. Et moi, je suis surpris, par exemple, je suis 7e d'une famille de 8, on a eu les mêmes parents, on a vécu dans la même maison, on est parti aux mêmes endroits en vacances, on a été dans les mêmes écoles, on a même fréquenté les mêmes professeurs, mais on a des personnalités très différentes. On a certains ont plus confiance en eux que d'autres, certains ont eu beaucoup d'enfants, d'autres pas, certains. Donc
il y a l'influence, bien sûr, des parents, mais c'est loin d'être la seule. Il y a toute l'influence de l'environnement. Et puis, pour le chaman que je suis, il y a aussi l'influence des vies passées, du karma, qui va faire que certains sont passionnés, d'autres pas, que certains trouvent leur voie tout de suite et d'autres pas. Et les parents sont là pour accompagner ça, pour révéler justement l'enfant à se révéler lui-même. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez découvert avec votre parentalité ? C'est quelque chose que j'ai découvert par ma parentalité. Moi, mon histoire de papa était particulière, puisque j'ai eu la chance d'accueillir ma fille dans une situation qui était pas prévue, puisque je connaissais la maman depuis pas longtemps. Puis d'un seul coup, je me suis retrouvé papa, alors que c'était pas du tout mon projet. Moi, j'étais vraiment en période de recherche spirituelle. Je revenais d'Inde, à partir au Tibet, et j'étais pas du tout dans un projet de parentalité. Et la parentalité m'est tombée dessus comme une invitation à me dire, tu veux t'occuper de spiritualité, tu veux t'occuper des êtres, voilà déjà un être dont tu vas tu vas voir que ça va être très très concret. Et je me souviens, mon maître tibétain à l'époque m'avait dit ça, il m'avait dit, tu vas voir, là ça va être très concret, parce que un enfant, il pousse les parents à être concrets, il pousse les parents à être dans le cœur. On a beau avoir plein de conceptions sur la compassion, sur l'amour, quand on est face à un enfant qui fait pas ses nuits, face à un enfant qui veut ça alors qu'on veut pas, qui veut simplement, qui est pas au même rythme et qui communique pas comme nous on communique, c'est une opportunité exceptionnelle pour le parent de faire l'expérience de l'amour. Voilà, je crois qu'il y a sensiblement trois voies pour vraiment nous permettre de nous réaliser sur la Terre. Le premier, c'est le couple. Le deuxième, c'est l'ascèse, c'est d'aller dans une grotte et de vivre comme un yogi pour se rencontrer soi-même. Et le troisième, c'est la parentalité. Quand on est face à un enfant, là, c'est l'amour, la tendresse, c'est plus des mots dans un bouquin, ça se traduit par de la patience, ça se traduit par de la générosité, ça se traduit par de la curiosité, par du don de soi, et c'est pas inné, quoi, hein, c'est pas quelque chose d'inné, quoi. Quand je vois avec mon regard d'adulte, je vois que ma maman, par exemple, a été d'une patience. On pouvait être à 5 à lui sauter sur le ventre. C'était toujours OK, quoi. Moi, j'avais pas cette patience-là en tant que papa, quoi. Quand je devais écrire que ma fille pleurait la nuit, j'étais pas patient, quoi. J'ai dû apprendre la patience. C'est très concret, quoi. Alors très jeune, vous l'avez dit, vous êtes engagé sur le chemin de la spiritualité en étudiant notamment les sagesses tibétaines, amérindiennes et celtes. Vous avez également reçu pendant 12 ans les enseignements sur la méditation et les yogas de maîtres et enseignants de différentes traditions. Vous êtes également reconnu chaman lors d'un voyage en Mongolie. Est-ce que ces différents enseignements ont eu un impact sur la façon dont vous avez vécu votre parentalité et l'éducation des enfants ? En règle générale. Bien sûr, parce que quand on reçoit cet enseignement-là, on ne regarde plus l'enfant de la même façon. Parce que, voilà, pour les chamans et puis pour la sagesse bouddhiste, c'est l'enfant qui choisit ses parents. Enfin, quand je dis qu'il choisit ses parents, je schématise bien sûr, mais en tout cas, c'est l'âme de l'enfant a besoin de s'incarner sur la terre, et pour ça va choisir ou être attiré par les circonstances les plus favorables à l'évolution de son âme. Et donc il va choisir la constellation astrologique, le continent sur lequel il va s'incarner, et surtout ses parents lui-même. Et donc quand on se prend ça comme postulat de départ, ça change tout. Parce que c'est pas la même chose de se dire c'est les parents qui choisissent d'avoir un enfant ou c'était un enfant qui choisit d'avoir ses parents. Et surtout pour les Tibétains, l'âme continue à évoluer, à grandir à travers différentes incarnations. Donc ça veut dire que les parents sont plus là pour révéler l'enfant à ce qu'il est déjà en essence, un peu comme un diamant qui serait dans une gangue qu'on a besoin de taper pour faire éclore, plutôt que un récipient vide qu'on a besoin de remplir. C'est pas du tout. Donc c'est certain que moi ça m'a beaucoup appris, et puis le fait aussi de voyager et puis de voir comment les Tibétains, les Mongols, les Africains, les Indiens étaient avec leurs enfants.
ça m'a aussi permis de relativiser en me disant tiens, ce que nous on considère comme des acquis, ça ne l'est pas du tout sur d'autres continents. Il y a tellement de façons de voir. Si je prends des exemples très concrets, par exemple, ce qu'on parle comme la proximité, chez nous en France, en Occident, on a tendance très très vite à vouloir autonomiser les enfants, c'est-à-dire qu'ils couchent tout de suite dans une chambre à part, on les laisse pleurer pour qu'ils fassent les dents, et puis ensuite on les met très très tôt à la crèche, et ensuite à 14 ans on leur dit non, arrête d'en faire qu'à ta tête, il faut pas que tu sois aussi autonome. Donc on fait les choses à l'inverse. Là où par exemple la sagesse mongole ou tibétaine nous montre que l'enfant fonctionne par cycle de 3 ans. Et les 3 premières années, c'est la sécurité intérieure et affective. C'est-à-dire que tout est fait pour que l'enfant, dans ces 3 premières années, soit affectivement rassuré. Et donc, quand je dis tout est fait, ça veut dire que l'enfant, par exemple, va dormir entre les 2 parents, il n'y a aucun problème jusqu'à l'âge de 3 ans. On va jamais le laisser pleurer, on va prendre soin de lui, on va le porter énormément, on va le cajoler, on va le contenir pour qu'il développe une sécurité intérieure. Et ça, c'est le premier cycle des 3 premières années. Puis au bout de 3 ans, vient la deuxième période, qui est la période de la découverte. L'enfant va vraiment commencer à découvrir tout son potentiel, à courir, à sauter, à sortir, à marcher, à se déplacer, à grimper, à découvrir le monde extérieur. Et puis, de 6 à 9 ans, là, c'est vraiment une période d'initiation. Donc, on lui apprend à monter à cheval, on lui apprend à faire du feu, on lui apprend à traire les animaux, etc. Et puis à 9 ans, il a il apprend vraiment quelque chose. C'est-à-dire qu'il va apprendre il va apprendre à traire les juments, il va apprendre et puis à partir de 12 ans, il a une responsabilité. C'est-à-dire que sa fonction dans la yourte, là je parle en Mongolie par exemple, sa fonction dans le camp, ça va être d'aller chercher du bois, de faire des briques avec les bousses de vache, ça va être etc. Et à partir de 15 ans, il est autonome. Et quand je dis il est autonome, ça veut pas dire il se met un steak dans le four micro-ondes. Ça veut dire qu'il est capable de prendre un cheval, partir au galop, aller attraper un mouton, l'égorger, le dépecer, le faire cuire. C'est ça, autonome. Et ça, un enfant de 15 ans en Mongolie, il est autonome. Il est capable de se repérer, par exemple, dans la steppe, avec le soleil, avec les points cardinaux. Il est capable de reconnaître les herbes médicinales et de faire face aux dangers qui sont nombreux dans la nature. Donc, ça, c'est le cycle, on pourrait dire, naturel de l'évolution d'un enfant. Et c'est quelque chose que j'ai retrouvé aussi au Tibet, que j'ai retrouvé dans beaucoup de pays, au Kenya, etc. Il y a toujours cette approche qui commence par les 3 premières années, c'est la sécurité affective. Et nous, dans les pays modernes, c'est l'inverse. C'est-à-dire et beaucoup de pédiatres même, encouragent en disant non, il faut laisser l'enfant seul pour qu'il soit autonome. Donc on laisse les enfants pleurer dans leur chambre en se disant c'est super, ils vont être autonomes. Puis au bout de 3 ans, ils arrêtent de pleurer. Pas parce qu'ils ont gagné en autonomie, parce qu'ils ont des fois créé un sentiment d'insécurité tel que on pourra pas revenir en arrière et on va se retrouver avec des adultes avec qui on va devoir faire un long travail thérapeutique pour qu'ils retrouvent leur sécurité enfant. Voilà, c'est un peu schématique quand même, mais c'est quand même c'est super intéressant. C'est une réalité, quoi. Voilà. Et comment vous arrivez à transposer tout ce que vous avez observé dans d'autres cultures à notre monde occidental, parce que vous donnez des exemples hyper parlants et en même temps on se demande comment est-ce qu'on peut arriver à faire acquérir tout ça à ses enfants, à suivre ce cycle naturel-là dans un monde occidental où, par exemple, ils sont obligés d'aller à l'école à un certain moment, etc. Bien sûr, c'est sûr que mes propos peuvent être difficiles à entendre pour des parents qui vont mettre leur enfant à la crèche à 6 mois en se disant mais moi il faut bien que j'aille travailler, j'ai pas le choix. Et bien sûr c'est toujours s'inspirer d'une sagesse ancestrale pour voir comment on peut faire chez nous au mieux, mais en respectant quand même ces cycles et en se rappelant que le plus important c'est faire en sorte que l'enfant reste toujours en lien avec la confiance en lui et l'estime de lui. Et ça passe pour moi, à 80-90% par la communication, la façon dont on va communiquer avec l'enfant.
L'enfant et l'adulte ne parlent pas la même langue. C'est aussi simple que ça. Et quand on a compris ça, un Roumain qui voudrait parler avec un Hollandais, c'est pas la peine, ils parlent pas la même langue. Donc, soit ils apprennent l'un à parler la langue de l'autre, soit ils ont besoin d'un interprète. Et l'enfant et l'adulte n'ont pas le même langage. L'enfant, il a un langage émotionnel, c'est-à-dire qu'il ne s'exprime que par ses émotions. Il pleure, il crie, il rit, il tape par terre, il hurle, le jeune enfant, c'est son mode de communication. L'adulte, lui, fonctionne par une intelligence perspective, rationnelle, pragmatique. Donc l'enfant, il communique en disant je sens, je veux, j'ai peur, voilà, et l'adulte, il communique en disant il faut, on doit. C'est deux langages complètement différents. Et bien souvent, ces deux langages très différents, et l'adulte ne prend pas le soin d'apprendre le langage de l'enfant, il veut lui imposer son langage d'adulte, c'est-à-dire il faut, on doit, et c'est hyper violent, c'est hyper violent. J'étais à la montagne la semaine dernière et puis je voyais un enfant qui avait 4 ans et puis une mère qui était à table et mangeait une crêpe tous les deux, et l'enfant, le petit garçon, il voulait pas manger sa crêpe. Je sais pas qui l'avait commandé, peut-être il le voulait sur le coup finalement. Au bout d'un moment, il voulait pas manger sa crêpe et la mère le forçait à manger sa crêpe. Et puis il y avait la mère et la grand-mère qui étaient là et les deux faisaient une espèce de rempart avec l'enfant en disant tu comprends, il faut respecter la cuisinière qui t'a fait la crêpe et de toute façon, etc. Et l'enfant, lui, se disait juste, je veux pas, c'est pas bon, je veux pas manger ça. Et donc, la mère, elle disait, mais tu te rends compte, ça fait une semaine qu'on part au ski, moi j'ai pris des congés payés, ça me coûte de l'argent, et là tu es en train de tout gâcher. Mais ça, c'est pas un langage pour l'enfant. L'enfant, il s'en fout de ça. Il dit juste, je veux pas manger la crêpe, c'est tout. Il rentre pas dans des concepts ou des théories. Donc, c'est deux langages. Puis, au bout d'un moment, la grand-mère s'est levée, a mis une gifle à l'enfant en disant, tu vas comprendre, tu vas voir. Puis, lui a tiré l'oreille. Enfin, tous ces gestes que moi, je vois comme humiliants, comme des traumatismes, qui vont laisser des empreintes. L'enfant, qu'est-ce qu'il se dit à ce moment-là? Il se dit, je suis nul. Il se dit, on m'aime pas. Et il se dit, le monde est insécurisant. Et ça pourrait être très, très différent si un médiateur avait été là, il aurait dit à la mère, par exemple, pourquoi c'est si important que pour vous que cet enfant mange sa crêpe, hein, peut-être que vous avez peur de perdre de l'argent, c'est quoi, c'est une histoire de 5 euros, peut-être vous avez peur que votre enfant meure de faim, et s'intéresse aux besoins de la mère, puis s'intéresse aux besoins de l'enfant, en disant t'aimes pas la crêpe, l'enfant ça serait beaucoup plus simple, il disait là c'est pas bon, le chocolat il me gratte la langue, je sais pas quoi, mais comprenez, c'est vraiment deux langages différents, et ça demande aux parents d'apprendre à... Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il a appris, puisque tous les parents ont été enfants à un moment ou à un autre. Donc, si on écoute un peu l'enfant qu'on a été, on va se souvenir de comment on communiquait et que à ce moment-là, je sais pas, moi je pense, on me disait va embrasser, j'avais une tante par exemple qui mettait beaucoup de parfum et on me disait va faire un bisou à Tata Colette. Et moi je me disais mais non, c'est pas possible, ça me donne envie de vomir, il y a trop de parfum. Et on avait beau me dire des choses liées à l'intelligence perspective, c'est-à-dire l'intelligence cérébrale, moi je fonctionnais avec l'intelligence organique. C'est donc un autre langage. Et quand c'est comme ça, quand l'enfant il dit non, je veux pas embrasser Tata parce qu'elles sont mauvais, et que la mère lève la main en disant attention, tu vas la prendre celle-là, l'enfant il est il est confronté à deux voix. Une voix qui dit je sens que c'est pas bon pour moi d'aller là parce qu'elles sont mauvaises, c'est pas bon pour moi, et une voix qui dit vas-y sinon tu vas avoir un problème. Et comme il a besoin de garder l'affection de ses parents, souvent, il se soumet. En fait, il a pas 36 attitudes possibles, il en a 3. Soit il se soumet, c'est-à-dire qu'il devient un enfant docile, poli. Hein, souvent, je me souviens ma fille, des fois, il y a quelqu'un qui me disait, elle est pas polie ta fille. Bah, je disais, les polis, c'est des cailloux qui sont polis à force de police, quoi. Mais non, c'est pas la première chose que je lui ai appris à être poli. C'est pas, donc tant pis si elle disait pas bonjour, mais c'était pas le plus important pour moi. Mais en tout cas, je disais, il a 3 attitudes possibles. La première, c'est soit il est poli soumis, soit il est rebelle, hein, c'est-à-dire qu'il s'oppose, il est en résistance, soit il s'échappe. C'est-à-dire qu'il reste là, mais il s'insensibilise petit à petit. Et si je prends l'exemple de mange ça, c'est pas bon, mais mange-le quand même, soit l'enfant le jette par terre,
au risque d'être puni, au risque, etc., mais il se maintient donc dans la résistance, soit il va dans la soumission, c'est-à-dire qu'il va accepter quelque chose qui n'est pas bon pour lui, mais qu'il faut accepter pour être un enfant poli, pour être un enfant bien élevé. C'est les mêmes adultes qu'on va retrouver à 40 ans qui se disent « j'ai du mal à poser mes limites, je ne sais pas dire non, je me laisse envahir parce que je ne sais pas ce qui est bon pour moi ». Et la troisième attitude, c'est il s'échappe, c'est-à-dire il s'insensibilise. Ça donne des enfants qui sont souvent très 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 médiums, mais qui quittent leur corps, qui quittent pour aller ailleurs, et donc ils ne sont pas très incarnés. Voilà sensiblement les trois réactions à une éducation que j'appelle toxique, là où si on prend le soin de maintenir le lien entre l'adulte et l'enfant, plus l'enfant se sent écouté, moins il a besoin de crier. Un enfant qui crie, un enfant qui parle, c'est qui parle fort, c'est un enfant qui n'est pas écouté. S'il est écouté, il n'a pas besoin de crier. C'est juste bon sens, quoi. Et alors, vous avez parlé justement de ces deux langages différents. Comment est-ce qu'on arrive du coup à communiquer si on ne parle pas la même langue? Ça demande, moi j'ai toujours appris ça, c'est que le plus expert des deux doit faire un effort à aller vers l'autre. Et il me semble que le plus expert en la matière, c'est le parent, c'est pas l'enfant. Donc c'est au parent lui-même de pouvoir se mettre à la hauteur de l'enfant, à la hauteur émotionnelle de l'enfant. Et ça passe par des choses très très concrètes, par exemple. Quand un enfant, par exemple, a peur ou quand il est en colère, le réflexe du parent, très souvent, 9 cas sur 10, c'est de vouloir solutionner. Il y a un problème, il faut une solution. T'as perdu ton doudou, c'est pas grave, on va en racheter un. Plutôt que de s'intéresser à ce que vit l'enfant, en lui disant mais tu as peur, de quoi est-ce que tu as peur? Pas tu as peur, c'est pas grave. Pas tu as peur, ça va s'arranger. Mais tu as peur. Qu'est-ce qui se passe en toi quand tu as peur? Je prends l'exemple du merci, par exemple. Moi, j'ai jamais obligé ma fille quand on lui donnait quelque chose. Souvent, les réflexes du parent, c'est qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? Ah, merci. Et l'enfant, il répond merci. Il sait même pas pourquoi il répond merci. Moi, je préférais dire à ma fille, quand elle recevait quelque chose, dire, tiens, qu'est-ce que tu ressens quand tu... Ah, ça me fait plaisir. Ah, ça me fait plaisir, ça me touche, merci. Et là, du coup, c'est pas du tout la même chose. Ça passe par le cœur. Je pose ma main au niveau du poitrail en disant ça passe par le cœur. L'enfant, sa compréhension du monde, elle passe par le cœur. Sinon, il se coupe de lui-même. Et plutôt que de dire, j'ai jamais poussé ma fille non plus à dire bonjour quand elle arrive quelque part. Ce qui se passe, c'est que si elle ne dit pas bonjour, peut-être elle va s'exposer à ce que les gens lui fassent la tête. Mais c'est son choix. Et c'est important pour le parent d'accompagner l'enfant à prendre ses responsabilités, à devenir un enfant le plus responsabilisé possible. De la même façon, je ne suis jamais allé vers le réflexe punition-récompense, parce que je crois pas à ça. C'est pas ma vie, elle fonctionne pas comme ça. Moi, je fais pas quelque chose pour obtenir autre chose. Je vois des gens aujourd'hui qui font un métier pour obtenir une récompense. On est dans le même système. Moi, je crois qu'on a deux moteurs fondamentaux qui sont le plaisir et la peur. Voilà. Moi, tout ce que je fais dans ma vie, je le fais par plaisir. Mes métiers, tout ce que je fais, c'est un moteur. Vous me demandiez au début de l'interview d'où vient cette énergie. C'est que je garde toujours le plaisir. Il n'y a rien que je fais que je n'ai pas envie de faire. Rien. Et du coup, obligatoirement, moi, je veux pas qu'on me dise ce que j'ai à faire et je dis pas aux enfants ce qu'ils ont à faire. Je prends un enfant, par exemple, n'a pas besoin qu'on lui donne des limites. Il a besoin que nous, on soit clairs avec les nôtres. Ça n'a rien à voir. Et souvent, le parent, par exemple, va dire mets pas tes coudes sur la table ou fais pas ça. Et la question toujours, c'est en quoi ça nous concerne? Ça, c'est une question que le parent doit se poser toujours. J'ai un tapis blanc. Si mon fils, ma fille vient marcher avec ses chaussures pleines de boue sur mon tapis, c'est mon tapis, c'est moi qui le nettoie. Donc c'est mes limites. C'est à moi de dire je veux pas que tu marches et de défendre mon tapis blanc. Mais si l'enfant veut aller à l'école avec une chaussette verte et une chaussette bleue, en quoi ça me concerne en tant que parent? Et quand je vais intervenir, souvent je vais dire mais pas ça, c'est ridicule. Mais pas ça, tu vas avoir.
En quoi ça concerne le parent? Cette question, elle est vraiment fondamentale. Et tant que le parent n'a pas répondu à ça, en quoi ça me concerne, il risque à avoir une éducation que l'enfant lui-même ne comprendra pas. Il se dira, je comprends toujours pas pourquoi on m'a imposé de mettre 2 chaussettes bleues, là où moi je voulais mettre une verte et une rouge. C'est plus drôle, c'est plus joli. C'est pourquoi c'est un problème. Et ça demande aux parents de lâcher beaucoup, et là on revient vraiment à la porte d'entrée de mon livre, ça demande à l'enfant, aux parents, à l'adulte, de vérifier si l'enfant qu'il a été est pacifié dans son cœur. Parce que bien souvent, le moteur du parent, c'est de se dire, mais moi j'ai pas eu ça, il n'y a pas de raison que mon fils l'ait. Hein, moi on m'interdisait ça, moi de mon temps on répondait pas. Combien de fois j'ai entendu ça? De mon temps, on répondait pas comme ça à un adulte. Donc, il n'y a pas de raison que mes enfants, je les laisse faire. Et souvent, c'est presque une vengeance pas méchante, ou même pas consciente, mais sans se poser la question de se dire profondément, qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui est bon pour l'enfant? Qu'est-ce qui est juste? Hein, et des fois, plus on laisse d'autonomie, je préfère, on dit souvent, oui, mais si on laisse de l'autonomie, ça va faire des enfants rois. Oui, un temps, ça fait des enfants rois. Mais si nous-mêmes, on est rois en notre royaume, il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de problème avec ça. Ça demande simplement à ce que le parent lui-même soit pacifié avec l'enfant qu'il a été. Ça, c'est vraiment une clé, et donc qu'il soit pacifié avec ses propres émotions. Mais si le parent a peur de sa propre colère, il aura, je vois des fois des pères qui sont tout rouges, qui montrent une tension, si jamais tu fais ça, tu fais ça, j'ai peur quand je vois ça, je me dis mais c'est ou même la dévalorisation. Je voyais là encore un parent dire à son fils, mais de toute façon t'arrives à rien, t'arrives à rien, tu te trompes toujours, arrête de faire ça, arrête de faire ton malin, arrête de faire ton intéressant. Ça s'appelle des programmations que l'enfant va garder. Même s'il a 2 ans, il va les garder. Et il va s'appuyer là-dessus pour faire ce qu'on appelle ses croyances limitantes. Et c'est ce qui fait que l'enfant, quand il va atteindre 40 ans, il va se dire, moi, de toute façon, je suis pas capable. Moi, de toute façon, j'ai pas de créativité. Moi, j'ai pas... Et je reviens là-dessus, si j'ai un credo vraiment que je répète, c'est le rôle du parent. C'est de se dire que l'enfant, il a 2 trésors dans la vie, mais 2 trésors. C'est la confiance en lui et l'estime de lui. S'il perd l'un ou l'autre, il n'arrivera pas à être heureux. S'il garde l'un ou l'autre, quoi qu'il fasse, qu'il soit pilote de ligne ou qu'il soit jardinier, qu'il soit... peu importe son métier, peu importe, il arrivera toujours à retomber sur ses pattes si ces 2 trésors que sont la confiance en lui et l'estime de lui ne sont pas affectés. Et c'est la responsabilité du parent d'entretenir ce trésor. Parce que là, on a un élan. Je pense une fois, je raconte ça dans le livre, où ma fille, par exemple, je sais plus quel âge j'avais, 7-8 ans, et elle me dit, tiens, je voudrais repeindre la chambre aujourd'hui. Et puis, l'adulte que je suis se dit, repeindre la chambre, pour moi, ça veut dire mettre des bâches, tout sortir, recouvrir la moquette, poncer, faire une première couche d'enduit, reponcer une deuxième couche d'enduit. Bon, le temps que je fasse ça, elle aura déjà plus envie, quoi. Et c'est pas le cas toujours, mais ce jour-là, je me suis dit, t'as envie de repeindre la chambre? En quelle couleur? Hein, et puis je lui dis, on va, une demi-heure après, on était chez le magasin de bricolage, et je lui dis, choisis les couleurs que tu veux. Et elle prend bien sûr des couleurs d'enfants, du rouge vif, du vert, du jaune, et elle ramène ses pots de peinture. Et moi, je me suis contenté de simplement mettre une bâche telle qu'elle, et je lui dis, on peint direct. Le plus important, c'est pas que les murs soient lisses, l'enfant, il s'en fout de ça. Et c'est qu'il soit en lien avec son élan. Et donc, elle a commencé à peindre directement, quoi, un grand coup de rouge sur des murs. Et les parents, ils mettent ils font des murs très jolis, comme les parents, mais l'enfant, il s'en fout de ça, il est pas sensible à ça, il s'en fout qu'il y ait des taches par terre, c'est pas le problème de l'enfant. Et c'est pas un problème pour la créativité, c'est vraiment pas ça la question. Mais le parent, il a besoin que ça soit rangé, que ça soit... Donc, là, pour le coup, je me suis dit, c'est quoi le plus important? Et le plus important, c'était de ne pas casser son élan. Et donc, je me suis dit, ok. Et donc, elle a peint sa chambre à sa façon. Et donc, elle a commencé par faire un grand trait vert, et puis après, elle a mis du rouge, et puis elle a mis du jaune, et puis elle a dessiné une vache, et
Mais c'est sa chambre, c'est pas la mienne. Ça n'a pas besoin de me plaire à moi, ça a besoin de lui plaire à elle. On n'a pas les mêmes goûts. Moi, je ferai jamais une chambre comme ça chez moi, mais c'est pas ma chambre. Et souvent, dernièrement, j'ai eu enfin, quand je recevais en consultation, j'ai un parent qui venait me voir avec son fils en disant, voilà, il fait un bordel pas possible. Et là, par exemple, je lui avais offert une voiture télécommandée, il l'a perdue. Je lui dis, ok, elle est à qui cette voiture télécommandée? Il dit, bah, c'est à lui. Je dis, ok, donc s'il a perdu, c'est son affaire, en quoi ça vous concerne? Et puis j'ai commencé à poser la question aux parents de savoir qu'est-ce qui appartenait à l'enfant. Je lui dis, est-ce que ces jouets sont à lui? Elle me dit, oui, les jouets, c'est à lui. Je dis, d'accord, donc s'il donne la voiture télécommandée qui vous a coûté 100 euros à un enfant qui passe, c'est ok pour vous? Ah ben non, quand même, non, pas ça. D'accord, donc c'est pas à lui. Ok. Est-ce que son lit lui appartient? Elle me dit oui. D'accord. Donc, si jamais il décide de peindre de mettre du marqueur sur son lit, c'est d'accord pour vous? Ah non, quand même pas. J'ai dit ok. Est-ce que sa voiture, et j'ai pris comme ça toutes les choses. Et il n'y a pas 1 cm² qui appartenait à l'enfant dans la maison. Et ça, c'est un vrai problème parce que ça veut dire que l'enfant ne peut pas développer sa créativité. Si une petite fille a envie enfin, un peu cliché, on peut dire un petit garçon aussi, a envie de couper les cheveux de sa poupée. Mais si c'est sa poupée, qu'est-ce que ça peut faire? Si elle a envie de maquiller sa Barbie avec des feutres, et elle trouve c'est joli, pourquoi c'est un problème? Sinon, on va se dire, ben non, c'est la Barbie quand même, ça coûte tant, et il faut que ça reste comme ça doit être. Mais si elle la trouve plus jolie comme ça, combien il y a d'enfants qui mettent du marqueur pour faire du rouge à lèvres aux poupées? Mais eux trouvent ça joli, mais ça leur appartient à eux, pas à nous. C'est vraiment important de toujours être... En revanche, si jamais elle veut mettre du marqueur sur mon ordinateur, non, ça c'est mon ordinateur. Donc moi, je pose mes limites à moi. Ça c'est mon bureau. Dans mon bureau, je veux pas de marqueur sur le bureau. Mais dans ta chambre, c'est ok pour toi si c'est la tienne. Et en fait, on doit, nous, en tant que parents, être très clairs sur nos limites. Et souvent, parce qu'on n'est pas clair avec nos limites, papa, tu me prêtes ton chapeau? Oh, non. Allez, s'il te plaît. Non, j'ai dit non. Juste une fois. Non. Oh, t'es méchant. Bon, d'accord, mais 5 minutes. Et l'enfant, il se dit super. Mon père, je lui est facile, j'ai compris le truc. Je lui demande 3 fois, la 4e fois, il me dit oui. Mais c'est simplement que le père n'est pas clair avec ses limites à lui. Si nous, on est clair, et par exemple, quand on fait une demande, quand l'enfant demande, est-ce que je peux prendre ton chapeau? Plutôt que de répondre oui ou non, on va prendre le temps du lien en disant, tu veux mon chapeau? Qu'est-ce que tu voudrais faire avec mon chapeau? Eh ben, je voudrais me déguiser. Ouais, tu veux te déguiser? Combien de temps? Où ça? Ok, tu veux te déguiser là maintenant? C'est pas la même chose si c'est se déguiser maintenant ou c'est se déguiser à l'école. Donc, je vais prendre toutes les informations avant de donner ma réponse. Et en étant vraiment en lien avec l'enfant. Et une fois que j'ai pris le temps d'être en lien avec l'enfant, je vais pouvoir lui donner ma réponse en disant, écoute, tu sais, j'entends ce chapeau, tu le trouves joli, t'aimerais tellement l'emmener à l'école, en même temps, c'est un chapeau auquel je tiens, donc je regrette, ma réponse est non. Et une fois que le non est posé, on ne revient plus en arrière. Parce que l'enfant n'est pas blessé par un non. Il est blessé par un manque de considération au moment où on va lui répondre. C'est-à-dire, maman, est-ce que je peux jouer avec toi? Ah non, tu vas encore en mettre partout. Et ça y est, l'enfant, il a même pas eu le temps d'être entendu dans son besoin de jouer avec le maquillage, que déjà... Mais si la maman avait pris le temps en disant, tu veux jouer avec mon maquillage, qu'est-ce que tu veux faire? C'est pour te maquiller toi ou c'est pour te maquiller tes poupées? Et qu'est-ce que tu veux de mon maquillage? Tu veux un rouge à lèvres? Peut-être qu'on peut donner un rouge à lèvres qui est pas un Christian Dior ou je sais pas quoi. Peut-être qu'on peut donner... Enfin, mais c'est de prendre le temps l'enfant, je disais tout à l'heure, ces 2 trésors, c'est la confiance en lui et l'estime de lui. Et ce qui va nourrir la confiance en lui et l'estime de lui, c'est la qualité de présence que les parents peuvent avoir avec l'enfant. Je dis pas la durée de présence, je dis la qualité de présence. C'est-à-dire que quand on est avec l'enfant, eh ben, on n'est qu'avec lui. On n'est pas avec lui pour lui faire les leçons. On n'est pas avec lui en regardant la télé. On est juste avec lui, en présence. Et je dis souvent, si les parents pouvaient ne consacrer, ne serait-ce, comme ça va enlever toute culpabilité, ne serait-ce que 5 minutes par jour, de réelle présence attentive et consciente avec chacun de ses enfants, déjà, on passerait au-delà des clashs importants. 5 minutes par jour. Mais de vraie présence. C'est-à-dire, je te regarde dans les yeux et je sens que je te vois et que je t'aime pour ce que tu es. Je cherche pas à te changer.
Je cherche pas à te dire ce que tu devrais faire. Je cherche pas à te dire ce que tu aurais dû faire. Je te reconnais pour ce que tu es. Et quand déjà on a cette posture-là, là déjà il y a un lien qui se crée. Et c'est pas beaucoup, 5 minutes. Si on peut faire 10 ou 1 heure, tant mieux. Mais ne serait-ce que 5 minutes. Je parle par rapport à tous ces gens qui travaillent, quand même, qui souvent, voilà, ils ont une journée fatigante, ils ont une journée peut-être en conflit avec leur chef, puis ils ont eu des embouteillages, ils arrivent à la crèche à l'arrache juste avant la fermeture, ils arrivent, il faut préparer encore à manger, et puis il faut faire les devoirs, il faut, et il n'y a pas ce temps-là. Il n'y a pas ce temps-là. Et c'est en ça que je dis, si on pouvait se rappeler, se dire si on a eu des enfants, ça veut dire que, d'ailleurs je dis on a eu des enfants. Les Anglais ils disent pas on a eu des enfants, ils disent je suis parent. C'est pas la même chose. L'indicatif être ou avoir. Mais nos enfants ne nous appartiennent pas. Hein, comme dit Khalil Gibran, ce sont les fils et les filles de la vie qui passent à travers nous et non à nous. Et c'est pas du tout le même regard, parce que ça nous pose aussi dans une posture d'accompagnant. On accompagne des êtres que la vie nous a confiés. Hein, c'est même pas on leur a donné la vie. Parce que la vie, elle m'appartient pas. Elle passe à travers moi. Elle m'appartient pas, la vie. Souvent, je vois cette femme qui me disait, mais j'ai donné la vie. Mais je dis, mais elle te tenait d'où, la vie? Non, on donne pas la vie. La vie, elle n'a pas besoin, les tulipes, elles n'ont pas besoin pour que je leur donne la vie. Elles vont vivre de toute façon. Les enfants viennent à la vie. Et nous avons, le privilège tellement magnifique et tellement complexe et tellement responsabilisant de les accompagner. Un temps, 15 ans, 20 ans, 25 ans ou toute une vie. Mais en tout cas, on va les accompagner en les reconnaissant pour ce qu'ils sont. Et c'est là aussi, c'est vraiment parce que des fois, les enfants sont très différents de ce qu'on est. Et ils se passionnent pour un truc qui nous emmerde, par exemple. Et ça va nous demander aussi de se dire, tant pis, elle va faire quelque chose qui me parle pas du tout à moi, mais le principal, c'est pas que ça me parle pas à moi, c'est que ça lui parle à elle. Même dans des phrases, je me souviens je suis toujours attentif, moi, quand ma fille me dit, tiens, j'ai fait ça, je dis pas, je suis fier de toi. Si c'est super, tu dois être fier de toi. Parce que le plus important, c'est pas que je sois fier d'elle, c'est que elle soit fière d'elle. Et quand un enfant est fier de lui, quand il a confiance en lui, il garde ces 2 trésors qui sont la confiance en lui et l'estime de lui. Et ça, c'est vraiment un trésor, tellement précieux. On arrive malheureusement déjà à la fin de cette conversation et j'avais très envie de vous interroger sur, je pense, un travail que vous faites beaucoup avec les adultes. Vous avez mentionné tout à l'heure le fait de pacifier son cœur, notamment dans ce qu'on a vécu dans l'enfance. Et donc, je me dis que peut-être que je vous demanderai de faire un autre épisode là-dessus, parce que je pense que c'est essentiel et je pense que ça tisse les fils aussi de tout ce travail que vous faites et que j'invite vraiment aux auditeurs à regarder sur votre site Arnaud Rioux. Vous avez un organisme de formation et voilà, vous partagez beaucoup pour les adultes, mais aussi pour les enfants et je pense que ce serait aussi très intéressant d'avoir votre vision là-dessus. Mais déjà, merci beaucoup pour tout ce que vous avez partagé, c'est essentiel et avec Sylvie, on s'est beaucoup regardé pendant cette interview parce que ça résonne complètement et c'est vrai que ça rejoint ce qu'on essaye toujours de mettre en avant, l'importance de la confiance en soi parce que ça fait des adultes après apaisés et en effet heureux. Ouais. C'est ça. En tout cas, merci de m'avoir permis d'exprimer ces points de vue qui me tiennent à cœur. C'était un grand plaisir et merci pour votre temps. À très bientôt. Avec plaisir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleb.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil
Sylvie Desc, DESC-Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur Les Adultes de demain.